Ahmed Chenniqi, professeur de lettres françaises à l'université d'Annaba. Je pense, comme on dit en arabe, huwa ghani an ta'rif. Chenniqi n'a pas besoin d'être présenté, puisqu'on peut dire sans exagérer que nous avons avec nous aujourd'hui le meilleur connaisseur des hommes de culture et des hommes de l'art dans notre pays. Et ce, me semble-t-il, pour avoir eu l'occasion de le croiser depuis 40 ans. Chenniqi a couvert, comme on dit dans le jargon journalistique, le secteur des arts et de la culture en tant que journaliste, avant d'analyser ce même secteur et de le soumettre à la critique de l'universitaire en tant que professeur de lettres françaises. Donc aujourd'hui, Chenniqi laisse de côté la sphère culturelle locale pour nous amener en France, faire la connaissance d'une metteur en scène de théâtre, d'une scénariste et réalisatrice de cinéma à partir des années 60, qui est Ariane Mouchkine. Pourquoi ce choix? Je lui laisse la parole pour nous expliquer. Et bienvenue, Chenniqi, à vous la parole. Très bien. Très bien. Pourquoi Ariane Mouchkine? Et pourquoi le théâtre? Pourquoi Ariane Mouchkine? C'est, j'allais dire, c'est simple. Ce n'est pas simple également. C'est ça le paradoxe quand on parle de Mnouchkine, de Brouk ou d'un certain nombre d'hommes de théâtre étrangers. Souvent, en Algérie, quand on parle de théâtre, on ne parle que du théâtre en Algérie. C'est donc, à la limite, dans sa dimension historique. On oublie que le théâtre, c'est avant tout un art. Donc, c'est avant tout un art. C'est, comme dit Annie Bersfeld, je ne sais pas si vous connaissez le théâtre un petit peu, c'est l'art du paradoxe. Et on vous a enseigné à l'université que le théâtre n'est qu'une œuvre littéraire, ce qui n'est pas vrai. Le théâtre est en partie, c'est peut-être en partie vrai, est l'art du paradoxe. Il est à la fois œuvre littéraire, parce qu'on lit un texte de théâtre comme on lit parfois un roman, mais aussi représentation. Il est deux choses à la fois, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un roman. Quand vous prenez un texte de Zola ou un texte de Sartre, vous lisez le texte, vous vous arrêtez, alors qu'un texte théâtral, vous allez au-delà de la lecture, c'est-à-dire la représentation. Et justement, c'est cette confusion que nous faisons à l'université. Je ne crois pas qu'il y ait une seule université où on a soutenu des travaux, des thèses de théâtre, des thèses sur des thèses de doctorat ou des mémoires de magistère ou de master sur le théâtre, en prenant en considération la spécificité de l'art théâtral, la spécificité du théâtre. Un petit peu comme, à un moment donné, la littérature, parce que la littérature, pour ceux qui font littérature, à un moment donné, elle englobait toutes les disciplines, et puis, avec le temps, la littérature telle qu'elle existe s'est autonomisée et est devenue aussi une discipline avec sa ou ses spécificités. Bien. Quand on parle de... je reviens maintenant, ça c'est une petite, j'allais dire, une petite introduction, avant de parler de Ariane Mouchkine. Ariane Mouchkine, c'est une femme de théâtre française, d'origine russe, et qui a décidé de revoir la manière de faire du théâtre. Un petit peu, parce que dans les années 60, il y avait aussi cette volonté de changer un certain nombre de choses au niveau de la représentation culturelle, pas uniquement en France, mais ailleurs également, c'est-à-dire en dehors. C'est le moment où, par exemple en France, va apparaître un discours plus ou moins autonome par rapport à la lecture. Et je pense notamment au travail qu'a fait Roland Barthes, notamment son travail sur Racine, qui a été sérieusement et extrêmement critiqué par la Sorbonne, notamment Roland Picard.
les travaux de, je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez parlé, les travaux de Foucault, Michel Foucault, Gilles Deleuze. Donc c'était aussi le moment où on se mettait, pas uniquement bien sûr en Europe, mais également aux États-Unis dans les années 60, c'est là où vont apparaître au niveau du théâtre d'autres formes, au niveau du cinéma, au niveau donc de la musique, donc d'autres formes qui étaient des formes quelques contestataires, c'est-à-dire qui contestaient le discours dominant, c'est-à-dire qu'ils vont proposer une critique de l'appareillage, si vous voulez, conceptuel dominant. Et on va arriver ici. Oui, je reprends toujours la même question que, donc après les conditions d'émergence, la même question de départ. Pourquoi Mnouchkine? Pourquoi un exposé? Donc, Mnouchkine, c'est une femme qui a fait donc des études de lettres et qui se retrouve et qui voulait faire du théâtre. Elle est née en 1939, donc elle est jeune, elle a 79 ans. Elle a fait des études donc, à la Sorbonne et puis avec un groupe d'étudiants, elle va constituer, elle va donc une équipe de théâtre amateur. Et puis par la suite, la même équipe, les mêmes personnes qui avaient la même interrogation, le même questionnement, c'est-à-dire quel théâtre faire. Aujourd'hui, il faudrait revenir à un certain nombre de questionnements et d'interrogations déjà qui ont commencé à partir des années 10, des années 20, ou dans le sens où faire un théâtre qui toucherait le maximum de gens et qui proposerait un discours, j'allais dire, de remise en question, j'allais dire de la bourgeoisie, parce que le théâtre, comme le disait Brecht, et bien sûr en se nourrissant aussi de l'expérience brechtienne, c'est-à-dire le théâtre doit nous apprendre à changer, à transformer les choses, à transformer le monde. Et c'est l'idée, l'une des idées essentielles du discours d'Ariane Mnouchkine et de son équipe qui va, pour la première fois, et là aussi il faut revenir au contexte, il faut revenir à l'histoire, va créer une troupe coopérative, c'est-à-dire donc une coopérative. Donc à Paris, c'est une société coopérative ouvrière en 1964, bien avant 1968. Je ne sais pas si vous connaissez les événements de mai 68 en France. Déjà en 1964, Ariane Mnouchkine et son équipe, constituée de gens qui sont extrêmement connus, notamment Philippe Lyotard et Panchna, de très grands comédiens, qu'on connaît aussi, donc, acteurs de cinéma, de théâtre, etc. Et cette coopérative, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité littéraire, artistique et médiatique française, connaissent à la limite ce qui a été fait avec Libération. Libération est aussi la première coopérative française au niveau des médias. Libération, c'est-à-dire c'est une équipe où tout le monde avait le même salaire, du technicien, de l'appariteur au directeur du journal. C'est la même chose ici pour cette troupe. Finalement, tous les membres avaient le même salaire. C'était une organisation qui était donc particulière. Le même salaire pour tous. Nous avons la soupe, j'allais dire manger aussi ensemble au niveau donc de la cartoucherie, c'est-à-dire un lieu où ils sont. Quand vous allez à Paris, le Théâtre du Soleil se trouve dans ce qu'on appelle la cartoucherie. Toute décision qui est prise au niveau de cette équipe, elle concerne tout le monde, c'est-à-dire tout le monde. Et il n'y a pas de... Mais dans les faits, finalement, j'allais dire, c'est Ariane Mnouchkine, c'est-à-dire la femme dont je vous ai parlé, dont je vous parle, c'est elle qui décide de tout, finalement. D'où, d'ailleurs, un certain nombre de problèmes au niveau de cette équipe. Au niveau de cette équipe. Et là aussi, c'est ici, même au niveau des partis pris esthétiques, etc., ça se faisait au niveau, donc, de cette équipe.
on usait aussi de la création collective. La création collective est là pour dire ceci. Souvent, quand on parle du théâtre, quand on parle de la littérature, on a l'impression, que ce soit à l'université ou ailleurs, que ce qui se fait est singulier. Il y a un excès de singularité que j'estime personnellement non opératoire. Et c'est pour cette raison que nous devrions, nous, déjà à l'université, revoir notre manière d'enseigner la littérature, d'enseigner le théâtre, et d'éviter cet excès de singularité. Si vous prenez par exemple la création, entre guillemets, ce qu'on appelle la création collective au niveau par exemple donc, du théâtre, quand on parle de la création collective en Algérie, on considère que ça a été fait qu'en Algérie, ce sont les conditions, c'est la révolution agraire, etc. de l'époque, alors que non. La création collective telle qu'elle a fonctionné dans notre pays, nous l'avons tout simplement empruntée à ce qui s'est fait en France, à notamment le travail d'Ariel Mnouchkine et le travail de l'Aquarium. Ce sont donc, il y a aussi cette volonté excessive de singulariser tel ou tel propos, telle ou telle manière de voir, telle ou telle manière de faire. Et je pense notamment au niveau de la littérature. Par exemple, si vous prenez Kateb Yassine, si vous prenez Nejma de Kateb, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, même s'ils ne l'ont pas lu, parce qu'il y a trop peu, finalement, de gens qui ont lu Nejma, comme il y a trop peu de... C'est un mythe, j'allais dire Nejma, comme il y a trop peu de gens qui ont lu Don Quichotte et tout le monde en parle. Dans la 4e page de couverture de Nejma, il est écrit ceci. Il parle de pensée circulaire arabe. C'est un cliché, c'est un stéréotype. Comme quoi, nous vivons dans un monde où tout est construit. C'est ce travail de construction, et c'est pour cette raison que quelqu'un qui s'appelle Derrida nous invite à faire un travail de déconstruction qui nous permettrait justement de comprendre comment telle ou telle réalité fonctionne, et à partir de là, démonter les mécanismes de son fonctionnement. Ariel Mnouchkine, donc, qui dirige donc cette équipe, va, à partir de mai 68, s'intéresser, et dans son travail, elle refuse, elle rejette, par exemple, ce discours naturaliste. C'est-à-dire, pour elle, le théâtre n'a absolument rien à voir avec le naturalisme. Et là, elle n'est pas la seule. Déjà bien avant, et d'ailleurs l'empreinte et l'influence de Brecht, Bertolt Brecht est un auteur allemand, qui lui aussi rejette le discours naturaliste. Pour lui, le théâtre n'est pas la vie. La littérature n'est pas la vie. Le théâtre est un ensemble d'artifices. Et ce que nous dit Ariel Mnouchkine, c'est-à-dire le théâtre peut-être contribuer à changer, à transformer notre vision du monde, mais il ne peut se substituer à la vie. C'est le discours de Brecht qui est emprunté par la suite par Ariel Mnouchkine. Donc Ariel Mnouchkine qui considère que le théâtre est politique. Le théâtre est marqué, est foncièrement politique. Tout discours, tout propos est politique. À partir du moment où, d'ailleurs, si on revient, et j'emprunte cet exemple à Mnouchkine, si je reviens par exemple à la définition initiale, originelle de politique, politique vient de police, qui veut dire politique. Et les premiers textes, d'ailleurs que ce soit tragique ou comique, c'était des textes politiques. Et le premier texte de Mnouchkine, La cuisine, il dénonçait l'abrutissement inhérent aux conditions de travail qui sont imposées aux ouvriers. Donc on revient toujours à ce monde, c'est-à-dire son théâtre est marqué par l'actualité. Son théâtre est marqué par l'actualité. Et quand on parle d'Ariel Mnouchkine en France, tout le monde parle que c'est la femme de théâtre la plus connue aujourd'hui en France. On parle souvent de sa trilogie.
la première trilogie d'Ariane Mnouchkine, je ne sais pas si vous me suivez, hein, parce qu'apparemment, sinon je... Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Très bien. On continue. Mais c'est vrai, parce qu'on en parle peu, et ça, je me dis... la première trilogie, je ne sais pas, donc, elle est constituée de... Trilogie, c'est trois espaces, artistiques, littéraires, etc. La trilogie de Mnouchkine, la première du moins, est constituée de 1789. 1789, c'est la Révolution donc, française. Et souvent, et là où 1789, souvent quand on lit, on a toujours une lecture positive de la Révolution française. Comme on a toujours eu une lecture positive de ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Les Lumières, donc, 18e siècle. Mais là, c'est tout à fait différent. Ariane Mnouchkine va, bien sûr, dans la continuité, j'allais dire, dans la logique de son discours, va s'attaquer justement à la Révolution française, disons que la Révolution française, finalement, a été trahie. La Révolution a été trahie. A été trahie dès lors qu'on a tué son initiateur. Dès lors qu'on a tué celui qu'on a considéré par la suite comme un sanguinaire, c'est-à-dire Robespierre. La Révolution française a été trahie dès lors qu'elle a été squattée par la bourgeoisie contre le peuple. Contre le peuple. Et c'est le discours d'Ariane Mnouchkine. C'est-à-dire un discours qui va remettre en question toute l'historiographie officielle. Chez nous aussi, c'est la même chose. Et justement, c'est cette relation aussi, peut-être le choix de Mnouchkine, c'est par rapport aussi au discours que nous avons sur l'histoire, le discours officiel sur l'histoire, et que nous trouvons aussi chez Mnouchkine, qui, elle, justement, va remettre en question toute l'historiographie. Quand vous lisez, les textes que vous lisez, souvent, même dans nos universités, quand on parle de la Révolution française, on parle en faisant appel on use d'une caution, j'allais dire, positive, favorable, sans interroger. D'ailleurs, Katib Yassine est en accord avec Mnouchkine. En 1989, le ministère de la Culture français, donc le gouvernement français, a demandé à Kateb de faire une pièce en relation avec les bicentenaires. Kateb écrit une pièce, donc en reprenant un certain nombre d'éléments du cadavre encerclé, et cette pièce s'appelle Le sans-culotte ou le spectre du parc Monceau. Et dans cette pièce, il va, comme Ariane Mnouchkine, défendre Robespierre, que l'historiographie officielle considère comme un sanguinaire. Robespierre, c'est celui qui a été derrière, j'allais dire à l'origine, bien sûr, on peut parler de peuple, etc., de la Révolution française. Cette compagnie que dirigeait Mnouchkine, c'est une femme. C'est Ariane. Et c'est souvent très rare dans le théâtre qu'une femme dirige une troupe de théâtre. Et c'est déjà un exploit. Au-delà du fait qu'elle soit exceptionnelle, déjà le fait qu'une femme, et d'ailleurs Sidi Ahmed a travaillé avec elle, il peut témoigner de sa forte personnalité. Elle a, pour reprendre ses dires, failli le gifler. Du moins, Dixit, notre ami Sidi Ahmed Agoumi, qui est là. Et Ariane Mnouchkine dirige donc une équipe. C'est elle qui définit les contours esthétiques et idéologiques de la troupe. Et c'est elle qui
pendant très longtemps, va dominer tout le théâtre français. C'est important. Et c'est important que ce soit une femme. Et notamment en France. Aussi, bien sûr, en Algérie. Et ça me fait penser à une autre femme, mais c'est un personnage de théâtre, à Antigone, de Sophocle. Oui, c'est comme Antigone, elle s'est battue, elle se bat jusqu'à présent. Contre un petit peu les résidus du machisme, les résidus du sexisme, etc. Donc c'est extrêmement important. Elle fait, sa troupe, elle intervient un peu partout. Ça nous fait penser aussi au travail que faisait Kateb ici. Elle intervenait, donc elle était un peu partout. Elle allait, chaque fois qu'il y a un événement important, elle est là. Elle est dans une solidarité active avec les ouvriers, avec donc des entreprises, donc, des syndicats, avec donc, ou des ouvriers en grève. Donc elle est toujours avec aussi le droit des femmes. Elle s'est battue contre la guerre du Vietnam. Donc, mais en utilisant aussi, en travaillant, en faisant appel au théâtre. En mai 68, elle ne s'arrête pas. Contrairement à ce que, par exemple, mai 68, généralement, on a décidé, en mai 68, qu'il y ait grève. Que les artistes, d'ailleurs, même Avignon a été arrêté, le festival de Cannes a été arrêté, avec des gens comme Jean-Luc Godard, etc. Mais là, elle dit non, moi je n'arrête pas. Au contraire, je dois faire un travail de sensibilisation. Elle va dans les ateliers, elle va dans les usines, et elle va présenter des pièces qui parlent justement, ou une pièce, à l'époque c'était une pièce, donc, qui parle du combat des ouvriers, tout en commençant. Du combat des ouvriers, mais un combat qui est marqué par l'histoire. Elle n'a pas une lecture essentialiste du monde. C'est une lecture historique. Elle revient pour nous dire que ce combat a commencé bien avant. Et là, nous le trouvons chez Kateb Yassine. Dans les pièces de Kateb Yassine, par exemple la Commune de Paris de 1871, et aussi elle fait appel à une femme qui est extraordinaire, qui a représenté la Commune, qui s'appelle Louise Michel, qu'on va retrouver d'ailleurs chez Kateb, dans ses pièces, et également, bien entendu, c'était bien avant, chez Ariane Mnouchkine. Déjà, c'est le discours politique, le discours esthétique de Mnouchkine. Pour Mnouchkine, rompre avec la manière de faire du théâtre traditionnel, rompre avec le naturalisme, qui considère que le monde ne devrait pas changer. Le monde est ce qu'il est. Elle dit non, pas du tout. À l'instar de Brecht, il faut que le monde change. Le monde, c'est à nous de le transformer. C'est à partir de là qu'elle fait appel et elle va s'interroger pour les questions spectaculaires. Elle va utiliser des formes qu'elle appelle orientales, le Mahabharata en Inde, le Kathakali, donc des formes comme ça, le kabuki japonais, le Cheo vietnamien, donc un petit peu ces formes, comme Kateb Yassine ou Aloula utilisait le halqa, le goual, mais c'est vrai que nous parlons beaucoup de Kateb, nous parlons beaucoup plutôt de Aloula ou de Rozi Assaf ou de Taïb Seldiqi au Maroc, mais on oublie l'apport de Mnouchkine à ses expériences. Sans Mnouchkine, sans Ariane Mnouchkine, peut-être nous n'aurions jamais eu Aloula. Ou du moins, les Jouad, les Goual et l'Itam, la trilogie de Aloula, où il fait appel, comme Ariane Mnouchkine, à la commedia dell'arte. La commedia dell'arte, c'est une forme de théâtre populaire qui est apparue au XVIe siècle en Italie, où on fait appel énormément au masque, au clown et à l'improvisation. Ce sont ces éléments également qu'on va retrouver chez Mnouchkine, comme on va retrouver donc ces éléments, l'usage du conte, qu'on va retrouver chez Kateb à partir de la poudre d'intelligence, où nous avons, si vous prenez la poudre d'intelligence, elle s'articule autour de 4 contes de Shah. Mais ce qu'elle fait, elle, Kateb l'a fait avant elle,
C'est Jha perd ses attributs originels, j'allais dire. Parce que le conte populaire ou la culture populaire n'est pas si révolutionnaire que ça. Pour Kateb comme pour Mnouchkine, donc la culture populaire est souvent réactionnaire, rétrograde. Et elle va l'investir comme Kateb d'ailleurs, dans le Kateb Jha qui va, donc le nuage de fumée au Mouhazitoun, qui va user donc il va reprendre, donc nous avons Jha qui va, j'allais dire, prendre la place de Marx. Jha va donc, ce qui n'est pas le cas dans le Jha traditionnel, par exemple. Et ce que fait aussi, donc il investit dans un discours marxiste. Ce que fait aussi Ariane Mnouchkine. Oui, comme je l'ai dit au début, pour Ariane Mnouchkine, le théâtre n'est pas la vie. La littérature n'est pas la vie. C'est-à-dire peut-être qu'à un moment, nous avions considéré que, quand on parle, généralement, même maintenant, beaucoup d'écrivains, quand ils parlent de leurs textes, quand certains critiques parlent des textes d'un certain nombre d'écrivains, d'un certain nombre de théâtres, on fait toujours appel à une sorte de mimétisme réaliste, une sorte de naturalisme, alors que tout texte est marqué, quel qu'il soit, texte théâtral, littéraire, marqué par une série de médiations. Les mots, pour reprendre Djaout, sont migrateurs, mobiles, bougent. Et aussi, donc, les mots sont mobiles, donc bougent, si vous voulez, et son théâtre, c'est ça. C'était pour montrer que, attention, d'ailleurs, au départ, quand vous entrez à la cartoucherie, au théâtre, si vous allez à Paris, la première des choses, au Théâtre du Soleil, c'est vous allez rencontrer Mnouchkine, qui distribue généralement le programme à tout le monde. Elle est là comme tout le monde. C'est une coopérative. Les techniciens aussi jouent. Les comédiens font aussi de la technique. Donc nous sommes dans un travail, si vous voulez, collectif, où tout le monde fait tout. Et là, chez Mnouchkine. Et les comédiens vont vous distribuer j'allais dire des tracts, des brochures, etc. Quand vous entrez sur scène, vous allez les voir sur scène. Ils vont exhiber sur scène la machinerie théâtrale. Tout est exhibé, pardon. Ils vont exhiber la machinerie théâtrale pour vous dire ceci. Attention, ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la nature. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Ils sont en train de jouer pour vous. Et vous aussi, vous devriez y participer. Parce qu'en 1789, il y a 5 plateaux, et les spectateurs, qui aussi jouent parce qu'ils incarnent la foule, ils vont manifester, jouer comme les comédiens. Est-ce que nous avons réussi? Est-ce qu'à la fin de la représentation, peut-être la question que nous devons nous poser, est-ce qu'à la fin de la représentation, cette foule restera la foule de 89? Ou est-ce que 89, c'est aussi le lieu de la... Il y a une relation entre 89, c'est-à-dire un événement qui a eu lieu une seule fois. L'événement a lieu une seule fois. On ne peut pas reproduire mai 1789. Ce qui est important chez Mnouchkine, ce n'est pas 89, mais c'est le présent. Là, l'importance de la réception. Pousser le spectateur à réfléchir. Pousser le spectateur à dire « Ah, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi peut-être grâce à ce qui s'est passé en 89, parce qu'il y a eu la trahison de 89, la trahison d'une grande révolution qui pouvait avoir lieu, qui n'a pas eu lieu.
dont on attend grand-chose. Et d'ailleurs, elle fait parler un chantre de la bourgeoisie qui s'appelle Marat, et qui dit, oui, la révolution est encore à faire. Comme quoi, ce qui a été fait jusqu'à présent reste insuffisant. Et cette révolution a été spoliée par la bourgeoisie. Oui, parler de Mnouchkine, c'est aussi parler de quelqu'un que nous devons connaître chez nous, qui s'appelle Antonin Artaud, qui a écrit donc un texte qui s'appelle notamment Le théâtre et son double. Je pense que dans un module de théâtre ou tout, vous avez fait un petit peu tout ça, Artaud, etc. Donc, où j'explique. Donc là aussi, c'est. Par contre, Antonin Artaud, c'est quelqu'un qui considère que le théâtre, c'est un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez l'Aïsawa. L'Aïsawa. Il fait appel, pour son théâtre, il rejette un petit peu l'idée de mimésis, c'est-à-dire la reproduction de telle ou telle réalité. Parce qu'une chose, quand elle se fait, elle ne se répète pas. La relation que nous avons avec un texte, c'est pour cette raison que toute relation critique, toute relation d'interrogation, de lecture, même historique, est une relation subjective. Il y a quelqu'un qui le dit, d'ailleurs quelqu'un qui s'appelle Roland Barthes et qui a écrit un texte fabuleux et qui s'appelle donc, le plaisir du texte, la dimension ludique, la dimension subjective de cette lecture. La même chose que nous faisons quand on lit un texte quel qu'il soit ou une réalité quelle qu'elle soit. Oui, pour Artaud, donc, il fait appel à la catharsis, mais pas la catharsis telle que nous la connaissons, c'est-à-dire telle que nous l'enseigne Aristote dans Poétique. Aristote considère, bien entendu, que la catharsis est marquée par la présence, c'est, si vous voulez, l'expression des sentiments, est marquée par la présence de deux affects, qui sont la peur et la pitié, la crainte et la pitié. Donc il y a une relation de distance. Une relation de distance. Quand il y a... j'ai peur pour Antigone. Antigone, j'ai peur pour elle. Donc il y a l'objet de ma peur et moi. Donc il y a une distance. Dans la catharsis artaudienne, il y a fusion. C'est la mobilisation des énergies vitales de l'individu. Je ne sais pas si vous avez vu l'Aïsawa, si vous connaissez l'Aïsawa, qui a été voir une fois dans sa vie donc l'Aïsawa. L'Aïsawa, imaginez, c'est l'Aïsawa, donc vous êtes pris dans un truc. Quand vous entrez en transe, vous entrez dans une situation où vous n'avez ni passé ni futur. C'est le présent instantané. Vous n'avez plus, c'est ça la situation cathartique telle que la convoque Artaud. Et telle qu'elle est aussi reprise, mais pour des raisons autres qu'Artaud, par Ariane Mnouchkine. C'est cette dimension, si vous voulez, cathartique de chez notre ami Antonin Artaud, qui a travaillé, qui a lui-même travaillé sur l'Aïsawa. Il a, au départ, dans son livre Le théâtre et son double, il a essentiellement travaillé sur ce qu'il appelle le théâtre baliné. Le théâtre baliné. Et dans ce livre, dans le théâtre baliné, il estime que le vrai théâtre, c'est celui que nous trouvons en Orient. Là se pose un certain nombre de problèmes que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Orient? Est-ce qu'il existe? L'Occident, est-ce qu'il existe? Pourquoi le théâtre oriental? Est-ce qu'il existe ce théâtre oriental? Qu'est-ce que le théâtre? Ce sont des questions que Artaud ne s'est pas posées et que nous devons nous poser. Je ne vois pas pour quelle raison. Parce que, déjà, on parle de l'idée. Et là,
Mnouchki les pose. La Grèce est une invention de l'Europe. On parle de cette idée. La Grèce est une invention de l'Europe. La Grèce n'a jamais été européenne. La Grèce, l'Europe va découvrir justement le théâtre très tardivement, comme elle va découvrir l'idée de citoyenneté, l'idée de démocratie, très tardivement. Et Al-Koun l'explique très bien, par le biais de ce qu'on a appelé l'âge d'or arabe avec Ibn Rushd, avec Ibn Sina, etc., où on va découvrir justement, c'est à partir du 12e, 13e qu'on va découvrir la comédie. D'ailleurs, même en France, par un truc un peu spécial. Donc, tout va être... Et le théâtre, est-ce que, effectivement, il y a le théâtre oriental. Est-ce que le théâtre balinais existe-t-il? Est-ce que le halqa est un théâtre? Est-ce que le goual est un théâtre? Est-ce que le koteba ou le no, le kabuki vietnamien ou le katakali sont un théâtre? Non, je dis que... Et là, même ce qu'il le dit, chaque société, chaque peuple a ses propres manifestations artistiques et littéraires. Le théâtre, c'est un art grec. Grec, je dis bien grec, pas européen. Et d'ailleurs, dans la seule tragédie où on parle de l'Orient, entre guillemets, on utilise c'était les Perses, les Perses, si je ne me trompe pas, d'Échille. Et là Édouard Saïd, dans l'orientalisme, je ne sais pas, parce que là aussi on tombe dans un travers qu'il faudrait que nous aussi nous interrogions avec Ariel Mnouchki. Parce que dans le sous-titre de l'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident. Mais à l'intérieur du texte, nous avons l'impression que ces deux totalités existent. Alors que ces deux totalités n'existent pas. Ni l'Orient n'existe, ni l'Orient, ni l'Occident. Où commence l'Occident? Où finit-il? Où commence l'Orient? Et c'est pour cette raison, qu'est-ce qu'elle fait avec Peter Brook? Qu'est-ce qu'elle fait Ariel Mnouchki? Elle fait appel à toutes les formes qui peuvent l'aider dans son spectacle, pour proposer un spectacle qui soit beau, mais qui arrive à convaincre de la possibilité, convaincre le spectateur, le public qui devrait être actif, de la possibilité de changer les choses, de la possibilité de transformer le monde. La vie n'est pas ainsi faite. La vie est à transformer, nous dit-elle. Le monde est à transformer, nous dit-elle. Et là, elle va intervenir. Et c'est pour cette raison que la réalité va faire son intrusion dans le théâtre. Avec la crise, parce que dans une pièce où elle parle du problème du son contaminé, c'est un problème qu'à l'époque, je ne sais pas si vous avez suivi, vous, je ne pense pas, vous êtes un peu jeune, c'est l'histoire de Fabius, etc., donc un petit peu du sang contaminé, où elle va intervenir. Elle va intervenir l'actualité, l'histoire des réfugiés, l'histoire de Sihanouk, c'est-à-dire le Cambodge, l'histoire de l'islamisme, avec Tartuffe. Et Sid Ahmed Agoumi a joué dans cette pièce, où elle va prendre position. Elle va dire non, mais elle va dire non en faisant appel à une série de médiations, c'est-à-dire qui vont intervenir dans le spectacle. Médiation technique, je parle. Le conte, la comédie de l'arte, le clown. Généralement, elle est très marquée par la culture, notamment indienne et japonaise, notamment le no, le kabuki, le katakali, le mahabharata. Donc, on va retrouver des éléments dont, je dis et je reprends, que ce sont des formes parfaites. Nos formes, l'Issawa, c'est une forme aussi parfaite que le théâtre. Aussi parfaite que le théâtre. Et moi, je ne vois pas pour quelle raison on dirait, et là, que le théâtre, il y a dans un certain nombre de textes universitaires, on considère que ces formes, justement, et là c'est tragique, c'est désolant, quand ça vient d'universitaire, on parle de formes pré-théâtrales, à propos de l'Issawa, du Goual, de l'Halqa, etc. Formes pré-théâtrales, c'est-à-dire nous sommes aussi des pré-humains.
Il faut continuer. Il n'y a pas de forme théâtrale. Ça n'existe pas. Aucune forme, et là je défie qui que ce soit de me le montrer, n'a donné du théâtre. Et le théâtre, ce n'est pas une forme. Elle est une forme parfaite, aussi parfaite que les autres. Tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il y a des peuples et des sous-peuples. Ça n'existe pas. Les peuples et les sous-peuples, ça n'existe pas. À un moment donné, on parlait de peuples primitifs. Les premiers travaux, etc. Mais ces peuples, comme la race, les races n'existent pas. Comme les civilisations n'existent pas. Il y a la civilisation humaine, il y a la race humaine. Et c'est pour cette raison que, justement, ce que propose, j'ai dit à l'universel, Ariane Mnouchkine, c'est une manière de revoir notre vision du monde, de revoir le monde en partant de l'histoire, en refusant toute lecture essentialiste, en considérant que nous sommes à même de changer les choses. Nous ne sommes pas prisonniers de notre destin. C'est nous qui pouvons changer, transformer notre destin. Je termine, je laisse le truc pour le... Je voulais faire une petite analyse du texte 89, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Mais je termine avec ça. Ariane Mnouchkine, c'est une femme de théâtre qui a toujours refusé toutes les célébrations officielles, qui a toujours refusé, qui a toujours tenu à son autonomie. Elle a toujours refusé les responsabilités. D'ailleurs, la dernière fois où elle va dire non, c'était quand, de manière à la limite plus ou moins comique, quand on lui a proposé une chaire au Collège de France. Avoir une chaire au Collège de France, c'est prestigieux. Mais elle dit non. Pour quelle raison? Elle dit: je n'accepterai jamais, et je n'accepte jamais, qu'un président français, notamment Sarkozy, valide, pour être seulement valide, pour valider, il signe, tout simplement. Il n'a aucun regard sur la désignation de qui que ce soit au Collège de France, le président. Mais elle a refusé le fait que Sarkozy signe justement son décret. Le décret, donc, d'installation au niveau du Collège de France. Elle a refusé d'être directrice du festival d'Avignon. Parce que le festival d'Avignon, c'est le plus grand festival de théâtre du monde. Et beaucoup de ces pièces ont été jouées là-bas. J'ai personnellement vu au moins 4 pièces au niveau du festival. Donc, parce que Ariane. Et ce qui est extraordinaire chez cette femme, c'est qu'elle est toujours prête à aider les autres, et partout. Et c'est vrai, c'est la femme de théâtre la plus célèbre au monde. Mais c'est la femme aussi qui accepte d'être là, qui accepte d'être présente. C'est vrai qu'elle a d'être présente. On m'a écrit au Théâtre du Soleil, et on m'a dit qu'Ariane Mnouchkine, elle est prête à accueillir des artistes algériens, s'ils veulent, pour des stages, pour être là-bas sur place. Elle est toujours là, présente. Et ce qui fait la force de cette femme, qui a révolutionné le théâtre, et qui a révolutionné peut-être aussi au-delà du théâtre, avec des gens qui ont marqué l'histoire, je pense, comme des gens que j'aime beaucoup personnellement, je pense à Roland Barthes, je pense à Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, et bien d'autres. Et merci beaucoup.